Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, c'était le 19 novembre dernier, l'Institut pour la justice, vous savez, ce groupe de réflexion et association qui œuvre à la réforme d'une justice pénale en France, a déposé un recours administratif auprès du ministère de l'Intérieur pour inaction de l'État face à l'insécurité. Alors, on va en parler avec le délégué général de l'Institut pour la justice, Pierre-Marie Sèvres. Bonjour Pierre-Marie Sèvres. Bonjour Clémence Oudiakova. Et merci d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, expliquez-nous les raisons de ce recours administratif contre l'État. C'est quand même pas anodin. Alors, il y a plusieurs raisons. La raison pourquoi faire un recours contre l'État, ça, en fait, l'Institut pour la justice a été créé en 2007 et on a eu l'impression, surtout les premières années, que les choses avançaient pas mal. Notamment, c'était le quinquennat Sarkozy, souvenez-vous, et même si tout n'avait pas été bien fait dès le début, la campagne de 2012 augurait plutôt de bonnes choses et donc on avait l'impression que les choses avançaient. On avait eu une belle proposition de loi qui avait été déposée aussi fin 2011. Enfin bref. Mais en fait, depuis le quinquennat Hollande, nous avons l'impression que les choses sont beaucoup plus difficiles pour faire prendre conscience à l'État qu'il y a des choses à changer dans la justice et dans la façon de gérer l'insécurité. Et donc là, je vous avoue, c'était au mois de mai, nous avons suivi l'affaire Antoine Aleno, vous vous souvenez peut-être, donc le fils du cuisinier qui a été tué par un chauffard multirécidiviste sous drogue, sans permis, etc., comme d'habitude. Et ça a été un petit peu la goutte d'eau. On s'est dit, il faut faire réagir l'État, il faut faire réagir les gouvernants. Et donc, on a repensé à l'idée qu'avaient eu les écolos, l'affaire du siècle, ils avaient appelé ça, qui était d'une grosse pétition, c'était Greenpeace, et puis qui en met toutes les associations écologistes, faire une grosse pétition, puis déposer un recours auprès du tribunal administratif, et puis ensuite, là, récemment, il y avait eu, quelques mois auparavant, je crois que c'était fin 2011, il y a eu la décision du Conseil d'État qui condamnait l'État pour inaction climatique. Oui, tout à fait. Et on s'est dit, ne pourquoi pas faire la même chose ? D'ailleurs. Ah bah, ils ont eu tous les relais dont ils avaient besoin. Faut dire qu'ils étaient assez nombreux et puis Greenpeace qui menait un peu l'affaire dispose de beaucoup de relais dans les médias, etc. Donc bon, ça a fait beaucoup de bruit effectivement. Notre action ne fait pas encore autant de bruit, on ne désespère pas d'y arriver. Mais donc voilà un petit peu la genèse de l'action. D'accord. Et puis, voilà. Alors le raisonnement, il est quand même assez simple. Il est de dire que premièrement, nous avons tous, en tant que citoyens français d'une société démocratique, tout ce qu'on veut moderne, nous avons un droit à la sécurité. Alors là, typiquement, on le voit dans notre cours, on a cité le droit à la vie dans le Code de sécurité intérieure, le droit à la vie dans la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin bref, donc ce droit à la sécurité, il existe. Premièrement. Deuxièmement, ce droit à la sécurité n'est pas respecté puisqu'on a une augmentation générale de l'insécurité. Ça, c'est pas compliqué du tout. Il y a beaucoup de statistiques qui le prouvent. La première est celle qu'on aime utiliser le plus parce qu'elle est la plus symbolique, c'est la hausse des coups et blessures volontaires, c'est-à-dire la hausse des agressions. On a multiplié ce nombre d'agressions depuis 1988 par 7. Donc il y a 7 fois plus d'agressions en 2021 qu'il y en avait en France qu'il y en avait en 1988. D'accord, donc pour moi, cette statistique, elle devrait tout régler. Mais en fait, on pourrait aller en voir plein d'autres. Il y a le taux d'homicidité, il y a la hausse des violences sexuelles, il y a la hausse des cambriolages, enfin bref. Toutes les statistiques sont rouges. Donc ce droit à la sécurité existe premièrement, ce droit à la sécurité n'est pas respecté deuxièmement, et troisièmement, il y a une carence fautive de l'État, et c'est ce qu'on s'attache à démontrer là dans le premier acte de procédure qui a été déposé il y a 2 semaines. Il y a une carence fautive de l'État parce que l'État doit faire respecter ce droit, et visiblement il ne le fait pas. D'accord. Donc c'est un raisonnement en 3 temps. Oui, on comprend bien. Droit à la sécurité, finalement ce droit aujourd'hui n'est pas respecté puisque vous avez donné les chiffres de la hausse de l'insécurité, et responsabilité surtout de l'État derrière, faute de l'État, parce qu'on pourrait dire oui, mais c'est aussi parce que visiblement les gens sont tous plus violents de nature ou je ne sais quoi. Mais non, vous rétorquez, il y a une faute de l'État qui est que vous démontrez. Alors comment vous le démontrez ? Quelle est cette faute de l'État en fait ?
Bah, disons que, alors, c'est tout simple. On fait une énumération. Typiquement, on a listé les comportements et les actions de l'État qui nous semblent fautives. Typiquement, les aménagements de peine ab initio, que Hmm. j'explique assez régulièrement, mais ce sont les aménagements de peine automatiquement prononcés lors de l'audience. C'est-à-dire que une personne va être condamnée à le juge va dire vous êtes condamné à 6 mois de prison ferme. Dans la même phrase, il est obligé de dire cette peine sera intégralement aménagée, etc., etc. Hmm. Hmm. Donc ça fait pratiquement une vingtaine d'années que ça existe. Ça a été encore plus, ça a été approfondi par la loi Belloubet de 2019. Donc bref, il y a premier problème des aménagements de peine, Hmm. des aménagements ab initio, mais il y a aussi le nombre de places de prison qui reste dérisoire par rapport aux besoins. On a encore atteint un pic. Tout en, je le note, on est en dessous, la France, on a beau atteindre un pic dans le nombre de prisonniers, par rapport au nombre d'habitants et par rapport aux autres pays d'Europe, nous sommes sous la moyenne et sous la médiane européenne. Donc là, depuis une semaine, on entend une litanie de gens qui nous disent on envoie trop de gens en prison, c'est encore un maximum, on a encore atteint un Hmm. record. Nous sommes encore en dessous de la médiane et de la moyenne européenne. Hmm. Donc Donc en fait, bref, on est en surpopulation carcérale, mais parce que tout simplement parce qu'il n'y a plus assez de prisons, pas parce qu'il y a trop de personnes en exactement. prison. Exactement, parce que depuis 40 ans, les places de prison, c'est un petit jeu que se jouent la droite et la gauche. C'est-à-dire que la droite construit des places de prison et la gauche, qui subit un intense lobbying du syndicat de la magistrature, supprime les places de prison qui sont supposées être créées. Donc finalement, on est largement en dessous des besoins. Mais ce qui veut dire que la droite ne les a pas vraiment créées. Elle a peut-être annoncé qu'elle les créait, puis finalement, c'est pas arrivé. Bah, typiquement, je me souviens, j'étais pas né, mais dans les années 80, il y avait Jacques Chirac qui avait annoncé la construction de, je crois, 30 000 places de prison avec des partenariats publics-privés. Hmm. Gros lobbying de la gauche, il a dû réduire tout ça à 15 000. Et donc, bon, Hmm. il y a toujours un espèce de, c'est un sujet qui crée beaucoup d'opposition entre la gauche et la droite, le nombre de places de prison. Et résultat, on en manque aujourd'hui. Hmm. Voilà. D'accord. Par rapport même à nos voisins européens. Oui, et Nos besoins. ce qui est intéressant par rapport aux places de prison, on en avait déjà parlé ensemble, c'est que vous citez souvent cet exemple du Pays-Bas, qui Oui. finalement a ouvert beaucoup de places de prison. Alors, je redonne votre ligne, hein, il me semble, a ouvert beaucoup de places de prison et en fait a permis de mettre pour des prisons courtes de responsables, enfin de fautifs. Ce qui permet aujourd'hui finalement d'avoir des prisons vides puisque ces personnes-là sortent beaucoup plus vite de prison. C'est bien ça le concept? Alors en fait, ils ont changé un peu la structure de la peine. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins de prisonniers en tout par année, mais ils ont beaucoup plus d'entrants en prison. Oui, C'est-à-dire que eux, ils ont un flux très rapide. oui. Et c'est une méthode qu'ils ont mise en place au début des années 2000. Ils avaient des problèmes budgétaires et ils avaient des problèmes d'insécurité. Ils étaient d'ailleurs dans une situation assez proche de ce que la France connaît aujourd'hui. C'est la seule différence que il y avait beaucoup de délits liés au trafic de drogue. Et ils ont décidé donc de revenir aux basiques de la criminologie, de l'étude de la criminalité et de comment on la combat, qui est la certitude de la peine est plus importante que la gravité éventuelle de cette peine. Hmm. Et en France, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'eux, ils ont donc décidé de rendre des peines assez courtes, mais certaines. C'est-à-dire que les délinquants sont certains d'aller en prison, même si c'est pour une période assez restreinte. En France, c'est l'inverse. En France, on ne va très rarement en prison. Il faut vraiment y aller pour aller en prison, mais on y reste pour une relativement longue période. Ouais. Alors, maintenant, il suffit de regarder les résultats chez eux. Ils ont fait baisser tous les indicateurs d'insécurité depuis 15 ans. Et leur nombre de prisonniers par habitant est un des plus faibles d'Europe. Mais en revanche, ils ont beaucoup d'entrants en prison. Hmm. Donc bref, c'est un changement de structure de la peine, c'est un changement de méthode qui avait fait ses preuves d'ailleurs aux États-Unis avec les toxicomanes. Je peux vous raconter un petit peu l'expérience. C'est un juge fédéral qui gérait les délits des toxicomanes. Et il se rendait compte que les toxicomanes, ils avaient des agents de probation qui les suivaient, et les toxicomanes commettaient un certain nombre de délits jusqu'au moment assez imprévisible où ils vont aller en prison, enfin. Et en fait, c'était les agents de probation qui les suivaient, qui leur donnaient, ils voyaient un petit délit, ils disaient, bon allez, je te donne une deuxième chance, faut que tu t'en sortes, Ouais. allez, une troisième chance, allez, une quatrième chance, allez, une cinquième chance. Et tout d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, les agents de probation disaient, bon bah là, maintenant c'est trop tard, maintenant tu vas en prison.
et pour une assez longue période. Et donc ce juge a dit, on va revenir aux fondamentaux de la criminologie et on va envoyer. Donc il a pris les toxicomanes, il a fait 2 groupes. Il a fait un groupe de tests, c'est-à-dire que eux, ils ont continué l'ancienne méthode, et un groupe de la nouvelle méthode. Et donc il a dit, là, la moindre incartade, on va vous tester aléatoirement très régulièrement, et la moindre fois où on vous testera positif, vous irez en prison pour 1 semaine. Voilà, 1 semaine, c'est pas très long, oui, mais vous êtes sûr d'y aller. Oui, il y a l'effet choc peut-être aussi. Ouais. Oui, absolument. Et les résultats ont été très bons, c'est-à-dire que en l'espace de 6 mois, la moitié des toxicomanes n'avaient plus été testés positifs alors qu'ils étaient testés très régulièrement. Un quart a eu besoin d'aller 1 fois en prison, et environ le quart restant 2 fois en prison. Au bout de quelques mois, 1 ou 2 ans. Un truc comme ça. Donc et ce programme a eu beaucoup de succès, il a été multiplié dans tous les États-Unis, et aujourd'hui, pour sortir de la toxicomanie, les délinquants toxicomanes en tout cas, on utilise ces programmes-là qui ont eu beaucoup de succès, et les Pays-Bas ont simplement décidé de faire la même chose, mais grandeur nature à l'échelle de leur pays sur tous les crimes et les délits, et ça marche. Oui. Alors, une observation. L'Observatoire international des prisons note que la décroissance carcérale des Pays-Bas est une décroissance en trompe-l'œil, en précisant, mais finalement, ça dit la même chose que vous, en précisant que finalement, cette population carcérale qui se réduit, malgré le fait que la population carcérale se réduit, un nombre croissant de personnes sont soumises à des dispositions de contrôle. Eux, ils citent un vieux dicton, le vieux dicton selon lequel l'une des façons d'abolir les prisons consiste à transformer la société elle-même en prison, pourrait être finalement ce qui est aujourd'hui expérimenté aux Pays-Bas. Voilà, là vous entendez le chercheur René van Swaningen sur ces questions-là. Mais bon. L'Observatoire international des prisons, vous savez, c'est un groupement d'extrême gauche qui est très proche du syndicat de la magistrature, dont un des objectifs est d'abolir la prison tout simplement. Donc, il faut toujours aller dans le sens de moins de prison. La prison, c'est mauvais, c'est idéologique. Donc, moi, je sais plus trop quoi leur répondre. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils décrivent la même chose que vous, c'est-à-dire que oui, il y en a peut-être plus qui passent en prison, mais finalement pour une durée beaucoup moins longue, donc on le prend comme on veut. Est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien? En tout cas, visiblement, ça a une certaine efficacité sur la petite délinquance. Sur la petite délinquance. Moi, mon propos n'est absolument pas de dire que, j'écris un papier dans Atlantico, je le dis, mon propos n'est pas de dire que les Pays-Bas sont devenus un État très sûr et sans criminalité, mais ce qui est sûr, c'est que D'ailleurs, il y a des gros problèmes de narcotrafic, mais ce qui est certain, c'est que pour les gens lambda, pour les petits délits du quotidien, ça a largement baissé. Oui, mais ça paraît assez normal en fait de voir la limite, de voir finalement que la délinquance peut mener à la prison assez vite. Cela peut faire changer les idées à pas mal de personnes. Merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice, et surtout, on va suivre ce recours pour inaction déposé contre l'État. Merci encore Pierre-Marie Sèvres. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.